Bonjour tout le monde. Dans cet exposé relatif au processus d'apprentissage, nous allons aborder les éléments suivants. Nous avons donné quelques définitions au processus d'apprentissage. Ensuite, nous allons tracer une ligne de démarcation entre apprentissage et dressage. Aborder en troisième lieu les rapports entre apprentissage et socialisation. En quatrième lieu, nous allons aborder les principes de l'apprentissage. En cinquième lieu, nous allons aborder l'apprentissage de quelle manière, selon quelle approche. Et en dernier lieu, nous allons aborder les différentes théories de l'apprentissage et nous allons focaliser la théorie behavioriste, constructiviste, socio-constructiviste, cognitiviste. Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'apprendre? Apprendre, c'est un processus complexe qui met en action un certain nombre de facteurs tant internes qu'externes. Donc, l'apprentissage est une démarche de compréhension de la réalité par une interprétation nouvelle des connaissances. Des occasions fréquentes doivent être fournies à l'apprenant afin qu'il puisse confronter les nouvelles connaissances et expériences dans la recherche de signification. Les méthodes utilisées pour encourager une telle découverte personnelle sont hautement individualisées et différenciées. Elles sont adaptées au style et rythme d'apprentissage de tout un chacun. Concernant ce schéma qui schématise le processus d'apprentissage, on trouve que l'individu est toujours en confrontation, bien en interaction avec son milieu. L'apprentissage, donc, c'est un acte qui caractérise l'homme, alors que pour l'animal, c'est beaucoup plus le dressage. Donc apprendre, c'est pour l'homme parce qu'il est commandé par une grande plasticité, alors que chez l'animal, il est réglé par le conditionnement. Donc le dressage s'effectue dans des conditions artificielles qui ne répondent aucunement à des besoins ressentis. Le renforcement et la récompense ont un rôle primordial dans cet acte de dressage. Concernant la relation entre apprentissage et socialisation, on peut déduire que la socialisation de l'enfant dure longtemps. Donc la complexité de la vie sociale prolonge davantage cette durée, ce qui fait que l'enfance et l'adolescence sont deux périodes dont la plasticité et la facilité restent remarquables. L'apprentissage de la langue ainsi que la capacité de symbolisation permettent à l'individu de planifier et programmer et user de ses capacités intellectuelles. Donc l'individu est capable de créer des rapports d'adaptation complexes avec son entourage physique ou social. Selon un groupe de recherche de l'American Psychological Association, plusieurs principes sont à considérer lors d'une approche pédagogique centrée sur l'apprenant. Ces principes peuvent être classés selon 4 dimensions. Nous avons, d'après le schéma, une dimension cognitive et métacognitive, une autre dimension individuelle ou différentielle, une troisième dimension sociale et interpersonnelle et une quatrième dimension motivationnelle ou affective. Donc selon la dimension cognitive, l'apprentissage de matières complexes est plus efficace s'il est intégré dans un dispositif intentionnel fondé sur la construction de signification à partir de l'information et de l'expérience. L'apprenant qui réussit est celui qui peut créer des représentations significatives et cohérentes de la connaissance. L'apprenant qui réussit est capable de tisser de nombreux liens entre les nouvelles connaissances et celles dont il disposait déjà. Cet apprenant développe et utilise un répertoire de stratégies qui lui permettent de résoudre des tâches complexes. Des stratégies de haut niveau pour sélectionner et piloter ses propres stratégies facilitent la pensée créative et critique. L'apprentissage est influencé par des facteurs environnementaux comme la culture et les méthodes pédagogiques, par exemple. Selon la dimension motivationnelle, ce qui va être appris, la quantité et la qualité de ce qui va être appris est déterminée par la motivation de l'apprenant. Cette dernière est influencée par l'état émotionnel, les croyances, les intérêts et les buts, ainsi que par les habitudes d'étudier.
La créativité, les compétences à exercer et la curiosité naturelle de l'apprenant contribuent à sa motivation. Cette motivation intrinsèque est stimulée par les tâches proposées qui doivent être d'une nouveauté et d'une difficulté optimale, intéressante pour la personne et riche d'opportunités de choix et de contrôle. Donc l'acquisition de connaissances et de compétences complexes requiert un effort soutenu. Sans la motivation de l'apprenant, cet investissement est hautement improbable. Concernant la dimension sociale, l'apprentissage est influencé par les interactions sociales, les relations interpersonnelles et la communication entre les individus. Enfin, selon la dimension individuelle, les apprenants possèdent un bagage différent au niveau des approches, des capacités et des stratégies qu'ils peuvent déployer. Ce bagage est fonction des expériences antérieures et de son cadre familial. Donc l'apprentissage est plus efficace lorsqu'on tient compte et que l'on profite des différences de langue, de culture et de niveau social. Apprendre, oui, mais comment? Quel est le rôle de l'apprenant et celui de l'enseignant? La réponse à cette question dépend de l'approche adoptée ou du paradigme qui dirige notre approche. Est-ce que c'est un paradigme basé sur l'apprentissage ou, à l'inverse, un paradigme basé sur l'enseignement? Donc nous allons traiter ces quatre théories ou bien approches, d'abord behavioriste, puis constructiviste, en troisième lieu socio-constructiviste et en dernier lieu approche cognitiviste. Selon l'approche behavioriste, la théorie behavioriste tire ses origines des expériences de Pavlov qui a proposé une théorie basée sur le conditionnement. Donc les conditions externes et observables sont essentielles dans tout acte d'apprentissage. L'individu n'est autre que le reflet de son milieu. La thèse du modelage mise sur les conditions externes pour changer le comportement de l'apprenant. Donc ce sont les rapports entre stimulus et réponse qui permettent de prévoir et contrôler le comportement. Les travaux de Skinner, considérés comme le père du behaviorisme, ont donné lieu au conditionnement opérant. L'individu cherche le renforcement positif et évite les renforcements négatifs. Selon lui, nous apprenons par l'action et la pratique. Donc rien ne remplacera l'expérience vécue de l'apprenant face à la situation. L'apprentissage se fait par essai et erreur. L'apprentissage reste donc possible à condition de bien doser le renforcement selon Skinner, ce qui a fait naître ce qu'on appelle communément enseignement programmé. Donc, selon cet enseignement programmé, l'élève doit travailler individuellement, à son propre rythme, et doit travailler par petits pas, et chaque petit pas doit s'intégrer dans une séquence soigneusement établie. L'élève doit répondre activement à chaque petit pas qu'on lui propose, et il doit immédiatement être mis au courant de la pertinence de sa réponse. L'approche constructiviste, selon Piaget, les connaissances ne se transmettent pas, elles doivent être construites et reconstruites par l'apprenant. Elles se construisent grâce au processus d'équilibration des structures mentales, c'est-à-dire par le biais de processus d'assimilation et d'accommodation. Ce qui fait que l'adaptation et l'aptitude de ces structures à évoluer, à se transformer, si nécessaire en fonction des expériences vécues. Piaget dégage plusieurs principes pour le développement des structures cognitives et leur fonctionnement. Durant tous les stades, l'enfant réutilise les structures qu'il a construites précédemment. Si une expérience qu'il vit correspond à une expérience déjà rencontrée, elle retrouve une place qui lui a déjà été assignée dans la structure cognitive. Donc c'est le processus d'assimilation. L'enfant comprend ce qui se passe, ce qu'on lui dit, ce qu'on lui explique. Si l'expérience est différente, nouvelle, inédite, l'équilibre est rompu, à ce moment-là, la structure préexistante doit changer, se développer, s'améliorer afin de prendre en compte les nouveaux éléments, les nouvelles conditions. C'est ce qu'on appelle, ou bien ce que Piaget appelle l'accommodation. Donc l'enfant apprend par ces deux processus-là qui s'interagissent. Selon l'approche socio-constructiviste, l'environnement social joue un rôle primordial dans le développement de l'enfant.
L'enseignant assure le rôle de la médiation sociale, ce qui favorise l'acquisition des connaissances nouvelles, ce qu'on appelle la zone proximale de développement, c'est-à-dire ce que l'apprenant peut apprendre à l'aide d'une médiation d'un adulte, par exemple. Donc l'acquisition des connaissances passe par un processus qui va des connaissances objectives à des connaissances subjectives relatives à l'individu. Selon l'approche cognitiviste, l'apprentissage peut être vu comme un processus actif au travers duquel l'apprenant manipule stratégiquement les ressources cognitives disponibles de façon à créer de nouvelles connaissances en extrayant l'information de l'environnement et en l'intégrant dans sa structure mentale déjà présente en mémoire. Selon Brunner, l'apprenant ne reçoit pas d'informations, mais il les interprète. Pour qu'il y ait apprentissage, l'apprenant doit être impliqué dans ce processus. L'apprentissage se fait donc par l'action, la découverte et l'exploration. Le mode d'enseignement fondé sur la coopération entre enseignants et enseignés démontre l'importance capitale de la médiation ou de l'étayage. Selon cette approche toujours, le processus d'apprentissage que l'individu développe ses capacités cognitives individuelles. Au travers de ses actions sur l'environnement, l'individu transforme ses structures cognitives préalables en structures nouvelles. Les individus diffèrent donc dans leur interprétation selon leur style cognitif aux stratégies cognitives et métacognitives. Le rôle décisif de l'activité du sujet face à des situations problèmes. Donc, ce qui démontre l'importance de créer des situations interpellantes adaptées au niveau des apprenants. Donc, l'importance de favoriser le conflit cognitif afin de développer un apprentissage effectif par certains mécanismes cognitifs. L'importance aussi de la réflexivité et de la métacognition. Apprendre comment on apprend pour mieux apprendre. Et aussi l'importance du transfert, c'est-à-dire comment les situations déjà vécues peuvent aider à comprendre